Ah, OK, c'est beau, Max. Donc, aujourd'hui, dégustation des rhums Trois-Rivières. Trois-Rivières, on en a parlé quand même à certaines occasions dans le passé, dont ceux qui étaient avec nous lors de la dernière dégustation il y a un mois sur les rhums de la Martinique. Nous avions fait 5 distilleries de la Martinique et dont la maison Lamoni Trois-Rivières. Mais là, aujourd'hui, ça devrait être encore plus intéressant parce qu'on va aller un petit peu plus dans le détail. La dégustation est centrée seulement sur cette distillerie-là. Puis, on a un invité de marque. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Daniel Baudin, qui est maître de chai de la maison Trois-Rivières Lamoni. Daniel qui a été élu meilleur maître de chai au monde en 2018. Donc, ce qui est quand même pas rien. C'est vraiment un beau prix qu'il a remporté là. Puis, je vais pouvoir céder la parole à Daniel. Il va vous parler de toutes ces belles petites choses-là qu'on va pouvoir déguster ce soir. Donc, Daniel, je te Donc, laisse la parole. voilà, donc bien bonsoir à tous ceux qui viennent d'entrer sur cette masterclass. Donc, Daniel Baudin, je suis le maître de chai pour la marque Trois-Rivières, mais nous faisons aussi deux autres rhums qui s'appellent Maison Lamoni et Duquesne. Alors, juste pour mon profil, j'ai travaillé tout d'abord dans une société qui fabriquait du rhum. C'est une société américaine que vous connaissez bien, c'est la société à chauve-souris. Ensuite, j'ai travaillé au Centre technique de la canne et du sucre. Et puis, me voici chez Trois-Rivières en tant que responsable qualité et ensuite maître de chai. Donc, on peut faire défiler le power. Voilà, donc en 2018, j'ai reçu le prix du meilleur maître de chai au monde. Le trophée m'a été remis à Miami en septembre 2019. Euh, alors, en gros, pour vous parler du rhum de Martinique, je peux passer au slide suivant. Euh, Tout d'abord, on va parler des différents rhums qui existent à travers le monde, donc essentiellement les rhums agricoles et les rhums de mélasse. Ensuite, je vais vous parler vraiment de la typicité du rhum Martinique avec son appellation d'origine contrôlée. Et puis, on va continuer sur le terroir de Trois-Rivières qui est vraiment exceptionnel puisque on se situe à l'extrême sud de l'île. Donc, on va dire un sol qui va permettre à la canne de nous donner le maximum de son potentiel aromatique. Et puis, on va terminer par 6 dégustations. Donc, vous avez été gâtés. Slide suivant. Alors, tout d'abord, les rhums agricoles et les rhums de mélasse. Donc, à travers le monde, il existe 5 types de rhums. Vous avez les rhums pur jus de canne, donc les rhums qui sont faits avec la canne. Et ça représente à peu près 2 à 3%, 2,6 à 3% du volume mondial produit. Euh, Ensuite, vous avez les rhums de mélasse, qui sont des rhums de sucrerie. Ça représente un très gros volume, à peu près 97% de la production mondiale. Sur le rhum agricole, on va retrouver tout le potentiel aromatique d'un champ de canne qu'on vient de couper. Donc, on va retrouver des notes fruitées, florales, mielées, herbacées. Voilà. Sur le rhum traditionnel de mélasse, on va retrouver des notes de fruits mûrs. Voilà. Ensuite, après ce rhum de mélasse, il y a 3 autres types de rhum, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Il y a les rhums, comment ça s'appelle, les rhums légers. Euh, Ce sont les rhums les plus vendus au monde. Et puis, vous avez les rhums miel, qui sont des rhums où on va faire une évaporation d'à peu près 30% de sa masse d'eau. Et ce sont des rhums qui sont essentiellement faits dans l'Amérique centrale, au niveau de l'Amérique centrale. Et ensuite, vous avez les grands arômes qui sont fabriqués 3 endroits au monde, à la Jamaïque, à la Réunion et en Martinique. Voilà. Donc, si on continue le slide, on peut faire monter. Donc,
Pour les rhums traditionnels, c'est une distillation classique, hein. On va utiliser toujours la canne dans laquelle on va extraire du jus. Ce jus, on va stocker ça dans des cuves et on va faire une cristallisation pour fabriquer du sucre. Et avec le résidu de cette sucrerie, on va pouvoir repartir en fermentation et pouvoir obtenir un rhum de mélasse. Donc, les rhums de mélasse sont essentiellement des rhums plutôt ambrés et vieux, mais il y a quelques rhums de mélasse en blanc qui existent. Pour le pur jus de canne de Martinique, les rhums agricoles, donc c'est toujours à partir de la canne, donc la canne qui a été importée en Martinique vers les années 1600 par Christophe Colomb. Et au tout début, la canne était utilisée pour extraire le sucre essentiellement. Donc à ce moment-là, la Martinique et la Jamaïque étaient leaders mondiaux sur la production de sucre et de rhum agricole, de rhum de mélasse, pardon. Ensuite, vers la fin des années 1800, on va essayer d'exporter ce rhum vers la métropole, puisque avec l'arrivée de la betterave, le cours du sucre va baisser, va chuter. Donc, les grands propriétaires de Martinique vont essayer de s'unir pour former des usines centrales. Il y a eu énormément de chômage à cette époque. Et ensuite, ils vont toujours avec l'impossibilité de pouvoir exporter le sucre, puisque le cours avait chuté. Eh bien, ayant la matière première et l'outillage, ils vont partir dans du rhum pur jus de canne. Donc, à partir de la matière première. Donc, au tout début, en Martinique, on avait ce qu'on appelait le rhum habitant. Donc, c'était un rhum pur jus de canne, mais avec une fermentation plus ou moins longue. Et puis, vers les années 1960 à peu près, on a commencé à exporter vers la métropole notre rhum agricole. D'année en année, nos dirigeants, les anciens dirigeants de la marque Trois-Rivières et de la marque Moni ont cherché à obtenir le label de qualité, un label de qualité. Donc, au tout début, c'était rhum supérieur agricole. Ensuite, on est passé à rhum supérieur avec l'appellation Martinique. Ensuite, on a obtenu le label rouge. Et en 1996, nous avons obtenu l'appellation d'origine contrôlée. Donc, c'est une appellation qu'on a en Martinique, et on est le seul département à avoir cette appellation d'origine contrôlée. Cette appellation d'origine contrôlée, si on décortique cette abréviation, AOC, donc appellation rhum pur jus de canne, origine Martinique et contrôlée par un cahier des charges. Le cahier des charges va nous imposer des règles à respecter. Donc, il faut que la canne soit plantée sur un terrain ayant été répertorié au cadastre comme étant un terrain AOC. Donc, sur les 3600 hectares de canne plantées en Martinique, nous, dans le groupe BBS, nous avons 250 hectares sur le sud de l'île, au niveau de Trois-Rivières, et 80 hectares sur la zone de Rivière-Pilote où se trouve la distillerie. Ensuite, la canne, elle doit être récoltée entre le mois de janvier, donc début janvier au 2 janvier, et la période de la récolte se termine fin août. Nous sommes sur une période allant de mi-février à début juin. Donc là, on est pratiquement sur la fin de la campagne. Ensuite, l'AOC va nous imposer qu'on choisisse une variété de canne. Donc, sur les 4500 hybrides de variétés de canne qui existent, nous en avons sélectionné 14. Et à partir de ces 14, donc je parle de l'AOC, nous, à la Moni, on utilise à peu près 5 variétés de canne. Donc, la canne, il faut qu'elle puisse se sentir à l'aise, il faut qu'elle s'adapte au terroir. Donc, c'est ces 5 variétés qui s'adaptent au mieux dans le terroir du sud de l'île. Ensuite, la canne, une fois qu'elle sera coupée, elle sera acheminée vers l'usine au plus vite. Hein.
et on va broyer cette canne. Donc, tout d'abord, on va la défibrer, on va la passer à travers 4 moulins. Donc, c'est des pressoirs, comme vous voyez au niveau du broyage. Donc, on va extraire le jus. Donc, on va passer sur 4 moulins successifs. Et sur le dernier moulin, on ne va pas rajouter d'eau pour pouvoir avoir une bagasse sèche. Donc, c'est le résidu de ce broyage qu'on appelle de la bagasse, qui va servir de carburant pour faire fonctionner les chaudières qui vont générer de la vapeur et à ce moment-là, faire tourner nos chaudières et alimenter nos colonnes à distiller. Donc, le jus va être stocké dans des cuves de 50 000 litres. C'est peut-être long et fastidieux tout ce que je dis, mais c'est bien pour vous montrer comment la réglementation est stricte, hein. Donc, nos cuves de fermentation, elles doivent faire 50 000 litres maximum. Et le jus stocké dans ces cuves, pour pouvoir faire une fermentation, nous allons rajouter de la levure fermentaire, la Saccharomyces cerevisiae ou la levure 493. Et cette levure aura pour effet de consommer le sucre et de donner en échange de l'alcool et du CO2. Cette transformation va se faire entre 24 et 120 heures maximum. Nous, à l'Ammonie, dans le groupe BBS, pour Trois-Rivières, nous sommes sur une fermentation de 24 heures à 36 heures. Cette fermentation va transformer le jus en vin ou en vesou. Donc, vous pouvez entendre ce mot vesou. Et on va devoir avoir un type d'alcool qui soit supérieur à 3,8 et n'excédant pas 7 degrés d'alcool. Donc, cette transformation en vin va être ensuite… donc, on va préciser que c'est quand même la levure qui va générer toute sa palette aromatique pour nos rhums, hein. Donc, on va sélectionner une levure spécifique en fonction des cuvées. Ce vin ou ce vesou va être injecté dans une colonne à distiller. Donc, c'est la 4e image où on va voir une colonne à distiller. Et là, l'AOC aussi va nous imposer des règles à respecter. Il faut que la colonne, elle est constituée en deux tronçons, deux parties. La partie basse, qu'on appelle des plateaux d'épuisement, et la partie haute, c'est la partie des plateaux de concentration. Donc, l'AOC va nous demander qu'il y ait minimum 15 plateaux d'épuisement et pour les plateaux de concentration, maximum 9 plateaux. Et la partie concentration doit être en cuivre. On sait que le cuivre, c'est un catalyseur et qui va exaucer les arômes. Donc, sur chaque plateau, vous avez un niveau de débordement. Et ce niveau de débordement, donc c'est un trou. Et au-dessus de ce trou, on va mettre une calotte, un bol renversé. Donc, sur la partie supérieure des plateaux d'épuisement, on va faire entrer le vin. On va charger la colonne. Donc, on va charger le premier plateau qui va déborder dans le plateau inférieur et ainsi de suite. Et lorsque la colonne est chargée, on va envoyer la vapeur au pied de la colonne. Et cette vapeur va être contrainte par le bol de passer dans le vin, barboter dans le vin, extraire les arômes et ensuite passer au plateau supérieur et ainsi de suite. Ensuite, cette vapeur sera concentrée pour ensuite donner un liquide blanc, incolore si possible, et qui doit titrer entre 65 et 75 degrés. Là, on va dire que nous avons respecté les critères AOC, mais ce n'est pas terminé. Une fois que le rhum va arriver au niveau du chai, là, le maître de chai va vraiment entrer dans la phase de son métier. Donc, on va déguster les rhums entrants pour vérifier si le profil organoleptique reste correct à ce qu'on s'est fixé pour les différentes marques que nous fabriquons. Ensuite, le rhum sera stocké dans des cuves de 200 000 litres. Et là, je vais devoir attendre 6 semaines pour pouvoir faire appel au technicien de l'AOC qui va venir échantillonner. Les échantillons vont descendre en douane pour être anonymés. Ensuite, on va convoquer le panel
de dégustateurs. Nous sommes à peu près une 60aine sur l'île à être formés. Et ce n'est qu'à l'issue de cette dégustation que le rhum pourra avoir son appellation d'origine contrôlée. Donc, il y a trois solutions qui vont s'offrir à nous. La première hypothèse, c'est que le rhum puisse être ajourné pour un défaut majeur. À ce moment, le rhum sera définitivement ajourné. Il ne pourra plus avoir la mention rhum de Martinique. On va l'utiliser pour faire des punchs ou on va le vendre à d'autres faiseurs qui vont l'utiliser en tant que rhum d'indication géographique. Deuxième possibilité, le rhum est ajourné pour un défaut mineur. À ce moment, le distillateur, il va soit s'entêter en se disant que les dégustateurs étaient complètement saouls et qu'ils avaient très mal dégusté son rhum. Donc, il va insister et représenter le rhum tel quel. Eh ben, à ce moment-là, il aura trois possibilités. Première possibilité, il est ajourné pour un défaut mineur. Alors, il y a des critères pour les défauts mineurs. On ne dit pas qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a vraiment 4 à 5 critères pour dire si le rhum a un défaut ou pas. Donc, il va s'entêter, il va le représenter une deuxième fois. Si le rhum est ajourné encore, eh bien là, on va passer à une troisième commission qui sera constituée uniquement des présidents des différentes commissions, commission de l'agriculture, commission de la distillation, commission de vieillissement, etc. Et c'est eux qui vont juger le rhum. Et si eux, ils trouvent que le rhum a un défaut mineur, même s'il est mineur, il sera définitivement ajourné. Donc, il va rejoindre le lot des rhums indication géographique ou être vendu ou faire des punchs. Et puis, il y a l'autre solution où on se dit, bon, les dégustateurs avaient probablement raison, et donc je vais assembler mon lot, et à chaque fois que je vais assembler mon lot, ce sera un nouveau lot qui pourra être présenté au dégustateur. Donc, autant de fois que je vais l'assembler, autant de fois que je vais pouvoir le représenter en commission. Et donc le rhum a éventuellement, bon, c'est plus certain qu'on puisse avoir notre appellation d'origine contrôlée après plusieurs assemblages. Et puis, la dernière solution, le rhum est validé pour ses caractéristiques organoleptiques. Et là, on va avoir notre appellation d'origine contrôlée. À ce moment-là, l'INAO va nous affecter un numéro AOC, donc pour la traçabilité. Et je vais pouvoir commencer ma réduction dans mes cuves, c'est sur le slide suivant, dans mes cuves de présentation. Donc, le rhum blanc va être stocké dans les cuves et on va réduire tout doucement ce rhum parce que c'est un travail qui a été fait en amont et on ne veut pas casser ce noble travail qui a été fait. Donc, on va rajouter de l'eau progressivement pour ne pas perdre trop au niveau des arômes de ce rhum blanc. Donc, la réduction va se faire sur 15 jours. Et ensuite, on va envoyer l'échantillon au labo. Le labo va tester de manière organoleptique, donc avec les sens humains. Et va faire aussi une analyse physico-chimique. Donc, on va faire une analyse à travers un chromatographe pour définir la quantité de chaque molécule dans ce rhum. Donc, on va dire qu'il y a à peu près 450 molécules dans le rhum, donc c'est ce qu'on a trouvé, mais on peut aller plus loin. Et donc, chaque molécule va apporter son lot d'arômes. Donc, par exemple, le propanol va vous donner des notes de banane séchée. Les esters vont vous donner des notes très grasses, très rondes, etc. Donc, une fois qu'on a fait cette réduction, on va pouvoir récupérer ce rhum et mettre en bouteille. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va ou je continue? Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Faites-nous un petit coucou dans le chat pour poser la question. Comme je le dis toujours, il n'y a jamais de mauvaises questions. Gênez-vous pas. Des fois, vous n'êtes pas la seule personne à se poser cette question-là. Donc, gênez-vous surtout pas. Et est-ce que le débit est suffisant? Est-ce que ça va? C'est pas trop technique? Parfait. Tout le monde est content. Puis, il y a du rhum à déguster tantôt. Inquiétez-vous pas. C'est ça. Donc, j'ai pas le timing, mais je pense pour la présentation, on sera sur à peu près
45 minutes et puis on va se laisser 1h15 pour les dégustations. Donc, je continue. Donc, on a, après les rhums blancs, nous avons ce qu'on appelle des rhums élevés sous bois. Pour les rhums élevés sous bois, ça va être un passage dans des foudres en bois. Donc, vous allez entendre trois termes chez moi. Vous allez entendre les cuves. Donc, c'est la première photo. Ce sont des cuves en inox, inertes. On va essentiellement faire de la réduction, de la finition sous ces cuves. Vous allez entendre des foudres en bois. Donc, c'est des récipients d'une capacité supérieure à 650 litres. Donc, on ne peut que faire de la maturation dans ces éléments, dans ces contenants. Et puis, vous allez entendre le mot fût, où on va pouvoir faire vieillir dans des contenants inférieurs à 650 litres. Donc, pour les élever sous bois, on va faire passer notre rhum blanc pendant 12 mois à 24 mois pour que ça puisse s'arrondir, avoir des notes aromatiques qui évoluent. Donc, on avait les notes primaires de la canne qui ont été transformées par la distillation avec des notes secondaires au niveau du rhum blanc. Et puis, sur les élevés sous bois et les vieux, on va avoir des notes tertiaires qui vont évoluer en fonction de la nature du bois et de la contenance de la cuve. Donc, ce rhum-là, une fois qu'on a fait séjourner 12 mois minimum, il va aussi passer en commission de dégustation. Et c'est le même principe et même punition pour les rhums qui sont pas suffisamment qualitatifs. Donc, l'AOC est vraiment le garant de la qualité en dehors du maître de chai qui va faire ses cuvées, qui va faire ses assemblages et tout son travail. Le rhum va passer devant une commission qui va ensuite rejuger ce rhum. Donc, nous ne sommes pas les seuls juges, donc il y a vraiment une commission. Et donc, à l'issue de la commission, le rhum peut être ajourné ou agréé. Donc, c'est un profil qui est plutôt sur des notes. On voit que sur le premier, le blanc, on est sur du fruit frais, du végétal, du mielé. Sur les élevés sous bois, on va avoir une petite évolution et on sera sur des notes de sucre chaud, de fruité, de boisé, d'épicé, mais tout ça vraiment de manière très suave et très atténuée. Et puis, on a la troisième catégorie où là, c'est un vieillissement. Donc, pour pouvoir mettre à vieillir son rhum, le maître de chai, il va sélectionner son rhum blanc. Il va chercher un rhum blanc qui a une charpente, qui a une structure. Donc, pour vous donner un peu l'idée de ce que c'est, si vous avez un jus de mangue ou de goyave, donc on a du volume en bouche. Et si vous prenez un jus de pomme, vous avez quelque chose de très fluide en bouche. Donc, le rhum charpenté et structuré sera quelque chose de volumineux en bouche. C'est une sensation. Le maître de chai, une fois qu'il a fait le choix de son rhum qu'il mettra en vieillissement, il va sélectionner ses fûts. Donc, je vais acheter des fûts neufs. Alors, le fût neuf, comment il est fait? Donc, tout d'abord, je vais choisir l'origine du chêne. Donc, l'AOC va nous demander un vieillissement en fût de chêne uniquement. Soit je vais choisir des chênes français ou des chênes américains. Donc, le chêne français, il a la particularité, enfin, il sera coupé quand il aura entre 180 ans et 250 ans. Le chêne américain, c'est environ 50 années de pousse. Après 50 ans, on va couper le chêne. Donc, à partir de ce tronc qu'on va récupérer, nous allons, enfin, le tonnelier va demander à son mérandier de laisser maturer le bois. Donc, les lattes de bois coupées dans la grume du bois, du chêne, vont être laissées aux intempéries, donc été, printemps, été, hiver, automne, de la pluie, du soleil. Donc, tout ça, ça va lessiver le mauvais tanin et on va garder que le meilleur. Ensuite, ces lattes de bois vont permettre de construire le fût. Donc, on va chauffer l'intérieur du fût et on va mouiller l'extérieur pour, entre guillemets, ramollir le bois. Alors, pourquoi on a choisi du chêne? Parce que c'est un bois qui est très malléable et on va pouvoir donner au fût cette forme galbée et
Une fois que le fût a été construit, on va faire ce qu'on appelle une chauffe. Et cette chauffe, elle va consister à donner une intensité, une chaleur intérieure dans le fût qui va toaster l'intérieur de ce fût pour le fût français. Mais pour le fût américain, on va brûler carrément l'intérieur du fût. Donc, on va donner, il y aura vraiment du charbon à l'intérieur du fût hein, pour que vous ayez vraiment l'image de ce que c'est. Donc, le fût américain sera brûlé et le chêne français, lui, on va le toaster. Et en fonction de l'intensité de la chauffe et la durée de la chauffe, on va obtenir des notes aromatiques. Donc, je dis quelque chose comme ça. Si je chauffe pendant 10 minutes à 210 degrés, je vais obtenir des notes empyromatiques. Donc, café, cacao, chocolat. Et si je chauffe pendant 10 à 20 minutes à 60 degrés, je vais obtenir des notes un peu plus rondes, compotées, fruitées, florales. Donc, la chauffe est importante aussi pour le maître de chai. Donc, ainsi, le maître de chai va commencer à construire son économa. Ensuite, il va aussi acheter des fûts, ce qu'on appelle des fûts roux, R-O-U-X. Donc, c'est des fûts qui ont déjà contenu un autre alcool, comme du cognac, du whisky, bourbon, du whisky irlandais ou encore du whisky français, du porto, du moscatel ou du porto et moscatel. Donc, pour pouvoir faire vieillir notre rhum, nous allons mettre notre rhum blanc dans les fûts et de jour en jour, de mois, semaine, il va se colorer, il va aller chercher les arômes qui ont été créés par la chauffe de ce bois et vont le transmettre dans le rhum. Et le vieillissement, pour avoir une appellation rhum vieux, il faut séjourner dans les fûts d'une contenance de moins de 650 litres pendant 36 mois minimum. Ça encore, c'est une règle AOC. Après ces 36 mois, lorsqu'on va vider notre fût, on va constater qu'on a une perte. Donc, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Donc, déjà, quand on remplit le fût, il y a ce qu'on appelle la part du bois. Donc, le bois, il va absorber 5 litres pour un fût de 400 litres à peu près. Et ce volume-là, on ne va jamais le récupérer. Il est dans le bois et on ne pourra jamais le récupérer. Donc, on a déjà cette première perte-là. La part des anges, c'est l'évaporation de 8% par an. C'est pire que l'État, c'est taxé de 8% par les anges. Si on veut se comparer avec ce qui se fait dans les zones, par exemple dans le cognac, on va constater qu'il y a 2% d'évaporation dans le cognac. Et donc, on voit qu'il y a un coefficient 4 entre les deux. Ça veut dire que nous, on va évaporer 4 fois plus d'alcool, mais on va aussi concentrer 4 fois plus d'arômes. Le fût, on va le garder 4 fois moins de temps. Nous, on va garder un fût à peu près 25 ans. Dans les zones de cognac, ils vont garder un fût à peu près 60 ans, voire 100 ans. Et à la fin, lorsqu'on va sortir un rhum après 10 ans, il faut qu'on aille chercher en équivalent aromatique, hein, et perception du goût et des saveurs, il faut qu'on aille chercher un cognac qui a à peu près 35 à 40 ans. Donc, on voit que le coefficient 4 se répète à chaque fois, et sauf que derrière, il n'est pas vendu au même prix. C'est-à-dire que nous, un rhum qui a à peu près une dizaine d'années, il sera à peu près autour d'une centaine d'euros, alors qu'un cognac qui a 35-40 ans, ben, il est entre 350 et 400 euros. Donc, voilà. Daniel? Oui? On avait une question tantôt. Au niveau du vieillissement, est-ce que tous vos rhums font un passage en foudre ou il y a certains rhums qui passent de l'étape du rhum blanc à directement dans des fûts? Alors, on va préconiser un passage en foudre. En gros, si vous voulez, un maître de chai, il faut que ça soit quelqu'un de patient et de passionné. Donc, la patience, on va le mettre dans les foudres. Ça va permettre au rhum déjà de s'arrondir, puisqu'on voit qu'un élevé sous bois qui séjourne 12 mois a déjà des notes un peu plus rondes qu'un rhum blanc. Donc, je préconise le passage en bois pendant un certain temps, avant la mise en fût. Et je vais aussi préconiser une petite réduction
d'environ 5 degrés, puisque nous distillons à peu près à 70 degrés, et on va mettre nos rhums dans les fûts autour de 65 degrés. Si vous voulez, on a fait plusieurs expériences et on va constater que si on met à un degré très élevé, le bois va s'user, entre guillemets, très rapidement. Si on met dans une fourchette trop basse, il ne va pas aller chercher en profondeur les notes aromatiques qui se trouvent dans le fût. Voilà. Après, en timing, on est à combien là pour l'instant? Ça va, 19h35. Alors, on peut continuer sur la dégustation, si ça vous convient. Alors, oui, non, on peut rester voilà, sur ce slide-là, c'est bon, parfait. Alors, si vous voulez, on va commencer la dégustation avec, donc c'est la partie la plus intéressante pour vous, avec notre cuvée de l'océan. Alors, la cuvée de l'océan, on va dire vraiment que la Martinique va imprégner son terroir dans son rhum. Et plus particulièrement, notre rhum cuvée de l'océan qui se trouve à l'extrême sud de l'île. Les cannes, elles seront plantées en bordure de mer et là, elles seront balayées par les alizés et elles vont capter les notes iodées et salines qui se trouvent dans cette terre qui va venir les caresser. Ensuite, lorsqu'on va récolter ce rhum, cette canne, on va sélectionner aussi une levure parce que je dis que le terroir est souvent lié à une levure. Pour pouvoir mettre en avant les arômes du terroir, c'est la levure qui va les révéler. Donc, on va sélectionner une levure et on va faire une fermentation classique, puis une distillation. Donc, on va obtenir à l'issue de cette distillation un rhum assez riche au niveau arôme, on va dire, et on va retrouver ces notes iodées et salines. Donc, on va passer à la dégustation. Donc, notre belle bouteille bleue cuvée de l'océan. Alors, en dégustation, tout d'abord, je préconise une forme de verre assez particulière. Donc, nous sommes sur un verre voilà, tulipe, avec une base plus ou moins étroite, pas trop large, une cheminée suffisamment haute et une sortie étroite. Donc ça va nous permettre de faire monter les arômes les uns après les autres et vraiment pouvoir apprécier ce que nous dégustons à travers ce verre. Alors, en dégustation, on n'a pas besoin de beaucoup, hein, à peu près ce volume-là est suffisant pour une dégustation. Donc, la dégustation va consister à faire travailler tous nos sens. Donc, tout d'abord, la vue. Donc, l'AOC va nous imposer à ce que le rhum puisse être cristallin et limpide. Donc, pour ce rhum cuvée de l'océan, on a le rhum est limpide, cristallin avec des reflets argentés. Le rhum, il est lumineux. Ensuite, on va patiner le verre. Donc, je vous demande d'incliner votre verre, de le faire tourner sur lui-même. Donc, on va créer une petite pellicule à l'intérieur du verre. Et là, ça va nous permettre de, lorsqu'on va redresser le verre, de voir des coulures, ce qu'on appelle, on va dire qu'on va faire pleurer le verre. Là, on va avoir des coulures qui vont prendre du temps, des petites billes, des petites gouttes qui vont tarder à couler. Et donc, ça va donner un aspect huileux, donc gras, et donc le rhum sera suffisamment suave. Donc, c'est cette première impression qu'on aura. Ensuite, on va faire le montant. Donc, on va partir d'assez loin. Donc, je me mets debout. Hein, on va partir d'assez loin et on va faire monter le verre. Et dès qu'on commence à prendre les notes aromatiques, ça va être notre repère. Donc, moi, à ce niveau, j'ai déjà les flaveurs et les saveurs qui me montent au nez. Et donc, si il faut monter plus haut, ça veut dire que le rhum est fermé. Et si on prend les notes beaucoup plus basses, ça veut dire qu'il est plus ouvert. On va faire un deuxième test. On va poser le verre sous le menton ici. Et là, ça va confirmer le premier nez avec des notes canne à sucre, des notes un peu iodées. Vous savez, quand vous êtes au bord de la plage, vous avez ces embruns qui vous donnent cette sensation d'iode, hein, on peut pas dire autrement.
Ensuite, on va faire un troisième nez, on va rapprocher le verre du nez et on va essayer de trouver la bonne distance entre le nez et le verre. Donc, c'est pas la peine de mettre le nez dans le verre directement, vous allez avoir que l'alcool qui risque de vous gêner un peu dans cette dégustation. Donc, trouver la bonne distance entre le nez et le verre, tout en gardant le verre à bonne distance. Moi, je préconise de le patiner, donc faire tourner votre verre. Donc, vous le faites tourner comme ça. Et ça va faire monter les arômes beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si vous gardez le verre de manière statique, les arômes vont monter lentement, alors que là, si vous créez cette petite pellicule, le volume d'air à l'intérieur du verre va faire monter les alcools et les arômes à travers nos narines. On va faire passer le verre d'une narine à l'autre. Et là, on va constater que chaque narine ne donne pas la même impression. Donc, on voit que sur une narine, on est plus sur l'alcool, et puis sur l'autre, on est plus sur les arômes. Alors, il faut savoir que le corps est assez intelligent. La narine, elle va fonctionner de la façon suivante. À peu près toutes les 2-3 heures, il y aura une narine qui sera plus bouchée que l'autre, de manière alternative. Donc, voilà, aujourd'hui, vous pouvez prendre les notes de ce côté, et puis la fois d'après, ça va être de l'autre côté. Donc, ça va pour vous? Donc, sur les notes, donc on reste toujours sur le côté très canne à sucre, iodé. Et puis maintenant, on va mettre en bouche et on va faire 2 tests. Le premier test qu'on va appeler le first kiss, le premier baiser. Et on va en mettre vraiment très peu. Donc, je vous conseille de mettre très peu. Il vaut mieux en mettre très peu et ensuite ajuster s'il le faut, plutôt que d'en mettre trop. Donc, premier baiser, très peu d'eau. Et là, on va constater dans la bouche qu'on a des zones de perception. Donc, si ma main représente ma langue, sous la langue ici, vous allez avoir un petit pincement, là, et ça va révéler les notes sucrées. Des deux côtés de la langue ici, on va percevoir les notes d'acide. Sur le plateau de la langue ici, vous allez avoir la minéralité. Donc là, vous avez vraiment un assèchement de cette zone qui va révéler justement cette minéralité et cette salinité. En plus de ce que vous percevez sur la commissure des lèvres, ici, là, vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui vous gêne à ce niveau. Donc, c'est la salinité qui se perçoit dans ces zones. En arrière de langue, vous allez avoir, quand on va déguster les vieux ou les ambrés, on va avoir le tanin. Et en arrière de langue, on va avoir les notes amères. Au-dessus du palais, vous allez avoir un petit picotement. Donc là, j'ai un picotement un peu léger qui révèle les épices, le poivre gris ou pour les vieux, ça va être la cannelle ou encore la muscade. Donc voilà, ça va. Sur ce premier baiser, ça n'a pas trop agressé le palais. On est à 42 degrés et on voit que malgré ces 42 degrés, donc on estime que c'est un degré quand même assez bas, on a une richesse aromatique très importante et ça se ressent à travers cette dégustation. Maintenant, on va faire un deuxième test qu'on appelle le French kiss. Donc, un baiser un peu plus langoureux, on va en mettre un peu plus. Mais si pour vos amis ou pour ceux qui sont en train de m'écouter, le first kiss était déjà un peu agressif, restez sur votre premier baiser et consommez votre rhum qu'avec du premier baiser. Donc, on fait un French kiss. Donc là, j'ai un petit aspect citronné. J'ai la minéralité qui vraiment envahit le plateau de la langue. J'ai la salinité qui vient ici sur la commissure des lèvres. Et les notes iodées, donc c'est vraiment un point central sur la langue. Donc, si vous voulez faire un test avec des notes iodées, vous prenez de la bétadine, vous diluez et vous faites le test en trempant le doigt et vous allez voir quelle est la zone et comment vous ressentez cette note iodée. Alors, ce rhum, cette cuvée de l'océan, maintenant, la tendance est au food and pairing. Hein. Donc, on va faire une dégustation. On peut faire une dégustation avec des huîtres ou des fruits de mer, du poisson fumé ou encore des crevettes, du homard. Et on va voir que ça se marie très bien et ça fait remonter des notes iodées et salines de ces mets choisis.
Voilà. Ça vous convient? On continue? Alors, on va passer au deuxième rhum. Et là, on est sur un ambré. Donc, alors le packaging est un peu différent. Donc, c'est le packaging local. Mais bon, c'est le même produit qui est à l'intérieur. Alors, sur l'ambré, 40 degrés, du fait de son passage dans des foudres en bois, on va faire évoluer les notes du rhum blanc qui était au départ un peu… Alors là, la cuvée de l'océan était exceptionnelle, mais si vous prenez un rhum classique, on avait des notes de fruits frais, de floral, de végétal, d'herbacées. Ben là, on va avoir des notes évoluées. Donc, on aura le fruit frais qui va se transformer du fait du passage dans le bois en fruits confits, en fruits compotés, en fruits en marmelade, etc. La, la, le côté végétal va se transformer en note de thé, de tisane. Vous voyez? Donc, sur la dégustation, on fait le même process, hein. Donc, toujours sur la couleur, on est sur du jaune clair avec des reflets jaune ou or. Ouais. Ensuite, on va patiner le verre. Et lorsqu'on va redresser, on va voir toujours ces larmes, ces jambes, ces cuisses qui tardent à couler. Et donc, vraiment, là, on a un aspect gras et les billes prennent énormément de temps à couler. Donc, voilà, c'est ce que je peux donner comme perception. Ensuite, sur le montant, voilà, il est un petit peu plus fermé si je le compare au blanc. Mais bon, donc là, on a déjà des notes presque compotées, confiturées, boisées. On va faire le deuxième nez ici. Donc, ça confirme ce que j'ai dit. On est sur du boisé, on est sur quelque chose de confituré. On va faire le troisième nez en patinant le verre. Et là, c'est sur des notes fleurs séchées, thé, tisane, du thé aux fruits exotiques. Voilà. Est-ce que vous percevez à peu près les mêmes arômes ou ça dénote un peu? Ça va pour vous? Voilà, donc c'est un vrai parfum déjà, hein. On a presque pas envie de le boire, mais alors sur le pairing qu'on peut faire avec ce rhum, on peut aller sur un simple hamburger. Donc moi, quand je parle de pairing, je dis de mettre l'aliment, donc on a au préalable goûté au rhum, on a goûté au mets, donc on va mettre le mets en bouche, on va mâchouiller tout ça et on va ajuster, sans avaler le bol alimentaire, ce qu'on a dans la bouche, on va ajuster la dose de rhum qu'on va mettre pour pouvoir trouver un juste équilibre. Voilà, donc on fait le test en bouche. Alors, je suis sur des notes épicées, donc ça pique un peu sur la langue. La note sucrée, elle est très discrète. J'ai un petit côté électrique qui apparaît en fond de langue. Donc, ça c'est le côté anisé. Au-dessus du palais, j'ai des très légers picotements, mais bon, ça va, hein, c'est pas excessif. Donc voilà, on rentre un peu dans la douceur par rapport à ce qu'on avait sur un rhum blanc. Donc, on comprend bien la transformation par le passage dans les foudres en bois. Ça va? Ça vous convient? Je vous rappelle à tous que si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas. Si vous avez des commentaires aussi, gênez-vous pas. Sinon, jusqu'à présent, Daniel, il y a très peu de questions, donc c'est pour dire que c'est très clair ta présentation. Super, ben, on va continuer. Donc,
Sur le premier, j'avais dit qu'on pouvait l'utiliser sur les fruits de mer, sur des huîtres, sur la cuvée de l'océan, sur des huîtres. Alors, ce que je préconise, c'est d'ouvrir l'huître, de jeter sa première eau et ensuite de mettre juste 2 à 3 gouttes. Maxime, tu te rappelles, au resto, donc j'avais fait le premier plateau avec, j'avais servi et j'avais montré comment faire. Et au deuxième plateau, les gens avaient mis un peu plus de rhum et bon, ça n'avait pas voilà, le même intérêt. Sur celui-ci, comme je vous ai dit, ça peut très bien accompagner un petit filet d'hareng fumé, ça peut accompagner un hamburger. Voilà, donc c'est toujours avec chercher le juste équilibre entre les deux, le plat et le rhum. Mais on peut aussi l'utiliser en cocktail. Donc voilà, les barman en sont ravis et arrivent à faire des cocktails sublimes avec. Ça va? On va passer. Oui? Oui, Daniel, il y avait une question. J'avais Vincent qui posait la question, est-ce que la base de l'ambré est la même base que la cuvée de l'océan? Alors, l'ambré, la base, c'est-à-dire, est-ce que c'est le même rhum? Non. La cuvée de l'océan, c'est un rhum parcellaire. Donc, on va choisir une parcelle, la parcelle la plus au sud de l'île, alors que l'ambré, c'est du classique et on va le mettre en foudre pour maturer pendant 12 mois. Hein. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Est-ce que dans la même base, c'est bien ce qu'il entendait, mais c'est toujours du rhum agricole. Et ça va passer devant une commission aussi, hein, comme pour le blanc. C'est ça. Donc, le ambré, ce n'est pas un parcellaire, c'est vraiment une combinaison de différentes parcelles. Là, au niveau de la canne, ce n'est pas une canne isolée d'une parcelle en particulier. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est une terre qui se trouve à l'extrême sud de l'île et ça se trouve à Sainte-Anne, dans la commune de Sainte-Anne. C'est sur les terres de Trabot. Et là, ça va donner quelque chose de vraiment particulier du fait de son sol. Pour les ambrés ou encore les vieux, c'est du rhum, on va dire, tout venant. Donc, on ne va pas sélectionner quelque chose de particulier, sauf pour certains. Ça vous convient? On continue? Oui, merci. Alors, il peut se boire aussi pur, en cocktail ou en petit punch. Hein. Donc, le petit punch, c'est un rhum, du sucre et du citron. Donc, chez nous, on appelle ça un CRS. Le CRS en France, ce sont les gardes mobiles qui, qui font régner la loi. Donc, en petit punch, ce qu'on va préconiser, c'est mettre du sucre, si vous en avez, du sucre roux de la Caraïbe, un pressé lâché de citron et la dose de rhum que vous souhaitez avoir. Vous touillez ce volume et vous allez tester, parce qu'en gros, on ne va pas boire parce qu'on a soif, on va déguster avec des amis, ou même si on est seul, on va chercher à avoir un moment de détente. Donc, on va agiter jusqu'à ce qu'on trouve la sucrosité suffisante de notre punch et on va le consommer. Donc, si on met des grains de sucre, c'est en fonction du touillage, lorsqu'on va le tourner, l'agiter, là, on va diluer le sucre. Et si on ne l'agite pas, le sucre ne va pas fondre. Donc, une fois que vous avez goûté et que c'est suffisant, si vous n'agitez plus votre verre, le sucre ne va plus fondre et votre rhum ne sera pas plus sucré que ce que vous aimez. On va passer au suivant. Donc, le double round. Donc, juste pour vous informer, qui avait reçu les petites bouteilles, on les avait numérotées, on a interchangé le 3 avec le 4. Donc, c'est le Double Wood que Daniel va vous présenter. D'accord. Donc, le double wood, qui veut dire double bois, si je fais une bonne traduction en anglais, je ne suis pas très bon en anglais. Mais bon. Et donc, ce que le maître de chai va faire, Daniel, ce que je vais faire, pardon, je vais faire passer mon rhum dans des fûts avec un chêne d'une origine soit française, soit américaine, et je vais faire ensuite passer dans des foudres, soit origine française ou américaine. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? J'ai deux types de chêne en provenance d'Europe, de la France, et du chêne en provenance des États-Unis.
Ensuite, soit j'ai des fûts ou des foudres, toujours avec les mêmes composants. Donc, je vais faire passer dans un premier temps dans un type de fût et ensuite dans un deuxième temps, dans un type de bois, pardon, et dans un deuxième temps dans un autre type de bois. Et aussi, je vais jouer sur la contenance. Donc, je vais faire passer dans des petits fûts de 200 litres et ensuite dans des grands contenants de 20-25 000 litres. Et là, ça va apporter son lot aromatique de ce que ça a pu extraire du petit fût ou de ce que ça a pu maturer dans le four. Alors, c'est un rhum qui a été créé pour les barman essentiellement. Donc, ils nous ont demandé de créer quatre cuvées. Et donc, cela fait partie des 4 cuvées. Alors, vous avez constaté que j'utilise pratiquement le même verre, hein. Donc, nous sommes dans la famille des rhums agricoles. Donc, ça va pas dénoter si on passe d'un blanc à un élevé sous bois à un vieux. On est toujours sur le même lot aromatique, sur la même qualité de rhum. Donc, sur la couleur, on est toujours sur un jaune soutenu avec des reflets plutôt or. Sur les jambes, les cuisses, on va faire pleurer le verre. Là, lorsqu'on redresse, on a des coulures qui, voilà, elles prennent énormément à goûter, à former la petite bille qui va glisser le long du verre. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus gras que le précédent. Le passage en bois est à peu près identique. Le premier, on était sur 12 mois de maturation. Sur celui-ci, on est un petit peu au-dessus des 12 mois, mais c'est grosso modo sur le même nombre de temps. Alors, sur le montant, donc là, j'ai des notes un peu plus boisées du fait de son passage en fût. Donc, on a des notes de boisé. Ça reste quand même confituré. On a des notes, on ressent quand même la gourmandise à travers cette première dégustation hein, par rapport au précédent. Sur le deuxième nez, voilà, là, ça va confirmer ce qu'on a dit sur le premier nez. On est beaucoup plus gourmand, on a des notes empyromatiques qui tirent un peu sur le chocolat. Alors, quand je parle de chocolat, c'est pas le chocolat noir, hein, c'est la fève crue du chocolat qui tire un peu sur la noisette ou sur l'amande. On va faire le troisième nez. Alors, toujours très élégant, très suave. On a des notes de, j'emploie le mot sucrosité entre guillemets, hein, parce que comme je vous ai dit, l'AOC nous interdit d'ajouter quoi que ce soit ou d'enlever quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de rajout. Le maître de chai va travailler uniquement sur le travail de son bois, de son chêne et de ses fûts. Donc, on a quelque chose d'assez suave, d'assez gourmand. Donc, ça, pour moi, ça invite à aller plus loin. Ça donne de la gourmandise au produit. Donc, on va le mettre en bouche. Donc, on voit que le boisé est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus épicé. Voilà, on a les petites piqûres sur la langue, donc on a des épices un peu plus puissantes. Et puis, on a un boisé qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus marqué. Donc, sur le plateau de la langue, on a un assèchement qui n'est pas rude, mais qui reste suave, qui reste élégant. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce double oud. Alors, sur cet alcool, sur cette cuvée, j'ai pas fait de pairing. De mémoire, je ne me rappelle pas avoir fait un pairing là-dessus, mais je pense que ça peut très bien marcher sur ne serait-ce qu'un simple bâton de chocolat, un cacao colère ou un chocolat brut, tout simplement. Hein. On peut aussi aller éventuellement sur un moelleux au chocolat ou un fondant au chocolat. Voilà, je
je dirais que le pairing qui peut marcher peut être ça. Ça vous convient? Il y a des questions sur ce produit? On passe au suivant. Alors, sur le rhum qu'on va déguster après, ça va être un 3 ans. Donc, c'est un rhum qu'on appelle la cuvée du moulin, pour rappeler un peu notre fameux moulin qui se trouve à Trois-Rivières. Alors, le packaging a un peu changé, donc vous n'avez pas le même packaging, donc voici un peu le nouveau, et donc on l'appelle VO, cuvée du moulin. Donc, pour pouvoir faire un rhum vieux, il faut le passage en fût pendant 36 mois, 3 ans minimum. Donc, pour cette cuvée-là, c'est essentiellement du chêne américain, et on va retrouver un petit peu cette note empyromatique. Et puis, il y a une toute petite, il y a une portion de chêne français aussi qui va venir apporter de l'élégance et de la rondeur sur cette dégustation. En gros, si vous voulez, moi, je travaille toujours avec plusieurs options. Je vais travailler avec du chêne français, je vais travailler avec du chêne américain. Et là, je vais essayer de trouver le juste équilibre de façon à ce que pour le dégustateur, qu'il puisse se retrouver d'année en année sur le même produit. Donc, à partir de ces deux origines de bois, on va pouvoir trouver l'équilibre en permanence. Donc, sur la couleur, on est sur pratiquement un ambré avec des reflets un peu jaunes qui tirent sur l'orangé. Donc, on est sur du vieil or, on va dire, hein, et couleur ambrée. Sur le patinage du verre, on a déjà des coulures qui sont très épaisses et très grasses, hein. Voilà, on a de belles grosses coulures bien épaisses. Donc, ça dit que le rhum est probablement très gras. Ensuite, sur le montant, voilà, d'assez loin, on a déjà les flaveurs, les arômes qui montent au nez de boisé, d'épices. Il reste quand même très puissant et avec un potentiel aromatique très large. Voilà, là, alors, un petit point technique. Pour un rhum de 3 ans, il lui faut à peu près 15 minutes pour s'ouvrir complètement au dégustateur. Pour un rhum de 6 ans, il lui faut à peu près 30 minutes. Et pour un rhum de 9 ans, alors le 6 ans, c'est à peu près le VSOP qui est autour de 5-6 ans. Et pour un rhum de 9 ans, qui sera le triple millésime, il faut à peu près 45 minutes. Donc, on va gagner en temps de dégustation en patinant notre verre. Donc, on va faire le premier nez. Donc, très confituré, fruits à coque, amandes, noisettes. On est sur des fruits séchés, du raisin. On est sur un boisé assez noble, on va dire. Donc là, le chêne français a pris le dessus au niveau du nez. Très élégant. Après, on a ces petites piqûres qui arrivent au nez. Donc, c'est les notes épicées qui vont commencer à nous travailler. Et ensuite, en bouche. Alors, en bouche, c'est épicé. On a un boisé qui n'est pas trop présent, qui n'envahit pas vraiment la langue. On a juste ce qu'il faut sur le boisé. J'ai des notes de fruits confits, de fruits séchés. Voilà un petit peu sur ce qu'on retrouve à travers cette dégustation.
Ça vous va? Oui. Daniel, j'avais une question dans le chat. J'ai Jean-Michel qui demandait, est-ce que c'est possible de connaître la provenance des fûts de Bourbon américain? Alors, nous avons des fûts essentiellement de, comment ça s'appelle, ce Bourbon, c'est du, voilà, ça m'échappe. Ben, en fait, on n'a pas qu'une seule provenance, hein, mais celui qu'on importe le plus souvent, c'est du, oula, bon, ça me reviendra, je vais lui dire tout à l'heure. C'est bon. Mais c'est toujours du chêne américain, hein, donc voilà. Alors, vous voyez, quand le verre est statique, les arômes montent moins rapidement que lorsqu'on va tourner le verre, patiner le verre. Voilà. On passe au suivant. Oui. Ça vous convient? OK. Alors là, on est sur le VSOP, c'est le nouveau packaging avec le nouveau design. Bon, moi, je trouve la boîte déjà assez belle, hein. Alors, ce qu'il faut que je rappelle peut-être, c'est qu'en 2018, nous avons obtenu le trophée du meilleur rhum au monde pour cette cuvée VSOP avec sa médaille. Et c'est un concours qui est très sérieux, c'est la IWSC qui fait un concours sur à peu près 3 mois glissants. Donc, on va tout d'abord sélectionner ceux qui ont obtenu la meilleure note. De ceux qui ont obtenu la meilleure note, on va sortir le meilleur, et ainsi de suite. Et ça sur 3 mois glissants. Donc, c'est un concours très prestigieux et voilà. Donc, nous avons obtenu le trophée pour cette cuvée. Alors, sur celui-ci, on est sur un ambré soutenu avec des reflets vraiment cuivrés pour note orangée, hein, à peu près. Donc, j'ai même pas besoin de faire le premier montant ni le deuxième. On a déjà des flaveurs et des arômes qui envahissent la pièce. On va le faire quand même. Donc là, on est vraiment sur de la finesse, on est vraiment sur de la suavité. On a des notes qui sont très fines. On va retrouver ce petit côté tabac de Virginie, tabac blond, avec des notes vanillées. Ça reste quand même épicé, parce qu'on a des petites piqûres au niveau des narines. Et la mise en bouche va nous apporter son lot d'épices. On a des piqûres, on a le boisé qui va assécher le plateau de la langue. Et derrière ça, ça a une belle longueur, mais on va retrouver cette suavité, ce côté rond et gras du produit. Donc voilà, je ne sais pas si vous trouvez facilement ce produit au Canada? Non, malheureusement pas. Il a déjà été disponible une fois dans le passé, puis on avait réussi à faire ce qu'on appelle une importation privée, mais présentement, il n'est pas disponible. D'accord. Pour les gens qui se posaient la question, là, le Trois-Rivières cuvée de l'Océan est encore disponible en SAQ, le Ambré aussi. Dans le passé, on a déjà eu aussi la cuvée du Moulin, mais présentement, elle n'est plus disponible pour le moment. D'accord. Bon, sur ce rhum-là, j'ai une belle longueur, ça, je l'ai toujours en bouche, hein. On a ce côté tabac qui reste en bouche, hein, sur la langue. Voilà.
Je vois que René apprécie la dégustation. Est-ce qu'on continue? Vous avez des questions? Je crois que j'ai une question dans le chat, je vais aller vérifier. Bruno qui veut dire est-ce similaire d'année en année? Je n'ai pas Donc, j'imagine compris. que tu parles du blend, de l'assemblage. Est-ce que c'est assez similaire d'une année à l'autre? Non, parce qu'en gros, le maître de chai, ce qu'il va faire, c'est essayer de garder l'authenticité de cette cuvée. Donc, si j'ai vidé mes fûts l'année 2021, en 2022, le fait de rester dans les fûts, il n'aura plus les mêmes notes aromatiques. Donc, il sera déjà différent. Il n'aura plus 3 ans, il aura 4 ans. Donc, d'année en année, il n'y a pas de formule toute faite, hein. C'est vraiment, on va déguster pour voir comment on positionne la cuvée dans la gamme. Donc, j'appelle ça une dégustation en marche d'escalier. Donc, il faut que le VSOP, que l'ambré soit à sa place, que le VO soit au-dessus du VSO de l'ambré, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, je vais essayer d'utiliser 2 à 3 cuvées, 2 à 3 lots pour pouvoir faire mon assemblage. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus stable quand j'ai 3 ou 4 produits que si j'ai qu'un seul produit ou 2 produits. On voit bien que avec un seul doigt, on n'arrive pas à attraper quoi que ce soit. Avec 2 doigts, on arrive à pincer le verre et avec 3 doigts, on va pouvoir l'agiter au mieux. Et donc, pour mes assemblages, c'est un peu le même principe que je vais mettre. C'est avec toi, c'est beaucoup plus facile de recréer d'année en année le même profil organoleptique. Si vous voulez, pour le 3 ans, j'ai utilisé à peu près pour cette cuvée-là du rhum, du fût américain et du fût français. Pour le VSOP, nous sommes sur des fûts français, des fûts américains. Euh, j'ai aussi utilisé un lot de fûts de 170 litres. On va dire que en fonction du volume du fût, la, euh, comment on peut dire ça, le transfert des arômes est plus ou moins rapide. Donc, si j'ai du 400 litres, le transfert aromatique va se faire plus lentement. Si j'ai du 200 litres, ça va se faire 2 fois plus vite. Si j'ai du 100 litres, ça va se faire 4 fois plus vite. Donc, je vais utiliser un petit peu plusieurs profils comme ça pour créer mon lot. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire sur cette loge. Daniel, Oui? j'ai une petite question, là, sans avoir les chiffres exacts, mais pour donner une idée un petit peu, quand on parle d'un assemblage comme pour le VSOP, on parle de combien de fûts environ que ça peut faire pour un assemblage comme ça? Alors, pour le VSOP, j'ai utilisé, je vais vous donner le nom des loges, mais vous allez voir, j'ai utilisé la loge C15, qui était en fût français. J'ai utilisé la loge E15, qui était du fût français. J'ai utilisé la loge K14, qui était du fût français, mais en 170 litres. J'ai utilisé la loge E14, qui était en fût américain, et j'ai utilisé la loge L11, qui est en fût US. Donc, si vous voulez, un peu sur les âges, la L11, c'est du 8 ans, la 14, c'est du 5 ans, et les autres sont 5-6 ans. Donc, ça me fait 5 loges utilisées pour créer mon VSOP. Mais cette année-là, je l'ai fait avec 5 loges. L'année prochaine, ce sera peut-être 6 ou peut-être 4 loges. Parce que ce que je veux, c'est retranscrire les notes aromatiques que vous avez eues lors de cette dégustation aujourd'hui. Donc, demain, vous allez déguster un VSOP, vous allez retrouver à peu près le même profil aromatique. Alors, il faut savoir que dans un rhum, il y a 3 âges. Vous avez l'âge légal qui est toujours l'âge du plus jeune. Donc, sur mon VO, je vais parler d'un rhum de 3 ans. Je dis ça parce que sur d'autres types de vieillissement, on va parler de Solera 25 ans. Mais il y aura une toute petite partie de rhum de 25 ans et puis il y aura du rhum peut-être de 1 an, 2 ans. Nous, la législation française et la législation AOC, les règlements AOC, nous imposent de mettre sur la bouteille toujours l'âge du plus jeune. Ensuite, vous avez l'âge comptable. Donc, on va faire la moyenne des pourcentages de rhum additionnés. Donc, si je prends un 5 ans et un 10 ans que j'ajoute, que j'assemble à part égale,
ça va me faire 5 plus 10, 15, divisé par 2, 7,5. Donc, pour la comptabilité, ça va être un rhum de 7 ans et demi. Et puis, vous avez l'âge de dégustation. Donc, vous, dégustateurs et passionnés du rhum, des rhums, vous allez me dire, voilà, c'est un 5 ans et je trouve que ça a un profil d'un rhum soit plus âgé ou moins âgé. Alors, si je prends l'exemple toujours de mon 5 ans et de mon 10 ans assemblé, si après la dégustation, vous me dites que ben, cet assemblage, je trouve que ça ressemble à un rhum qui a à peu près 5 ans. Donc, j'ai rien gagné parce que j'ai ajouté du 10 ans quand même, à part égale. Si vous me dites, ben voilà, ce rhum-là, je trouve qu'il a à peu près 7 ans, 8 ans. C'est bien parce que je suis déjà au moins dans l'âge comptable. Si vous me dites que voilà, il ressemble à un rhum qui a un alcool qui a 10 ans. Donc là, j'ai gagné parce que j'ai rajouté du 50 dedans. Et puis, si vous me dites que ça a beaucoup plus que 10 ans, si vous me dites 15, 20 ans, et bien voilà, là, je suis ravi. Donc voilà, il y a 3 âges dans un rhum. Et donc, quand on vous parle de 3 ans, c'est l'âge légal. Quand on vous parle de moyenne d'âge, c'est l'âge comptable. Et puis, l'âge dégustation. Ça vous va? Parfait. Alors, sur le VSOP, alors là, il a déjà évolué, hein, je viens de mettre le nez, et il part sur des notes de marmelade épicées, mais des épices douces avec des notes un petit peu orientales. Voilà. Au niveau du timing, ça va. On va passer au dernier. Donc là, nous sommes sur la cuvée hors d'âge. C'est le triple millésime. Donc là, je vais assembler 3 millésimes. Donc c'est la première fois, on peut passer sur le slide suivant. Et donc, je vais utiliser 3 millésimes différents, le 1999. Donc ça, c'est un vieillissement en chêne américain qui a vieilli à peu près 14 ans. Je vais utiliser du 2000. Le 2000, c'est du chêne français. Le 2000, c'est du chêne français et américain, où on va retrouver cette note épicée, comment dirais-je, le mot m'échappe, amande, noisette. Et puis sur le dernier, je vais utiliser des fûts en partie neufs. Et là, ça va apporter un peu son lot de tabac blond, de champignons, sous-bois, voilà, toutes ces petites notes très agréables et très douces à la dégustation. Alors, sur un rhum, vous avez plusieurs choses qui peuvent éventuellement vous attirer, hein. Donc, c'est le packaging. Donc, si le packaging vous plaît, vous allez déjà prendre le produit en main. Ensuite, vous avez la couleur. Donc, certains pensent que plus c'est foncé et plus c'est vieux. Donc, ne vous fiez pas à la couleur, hein. C'est vraiment votre dégustation qui va vraiment vous donner votre ressenti sur le produit. Et puis, vous avez aussi le type d'alcool. Donc là, on est autour de 42 degrés. Mais même ça, nous avons des brutes de fût chez Trois-Rivières qui titrent 55 degrés. Et malgré ces 55 degrés, voilà, ça peut très bien se marier et être très bien apprécié sans avoir un degré qui gêne. Donc, sur ce triple millésime, je vais vous expliquer l'origine des bois. On a une couleur beaucoup plus ambrée, hein, on va dire. Ouais, ça reste toujours sur l'ambré avec vraiment des reflets orangés, donc sur des notes cuivrées. Une belle brillance. Si on patine le verre, on va regarder comment le verre va pleurer. Là, on a des larmes qui tardent à venir, ça s'accroche. Les premières gouttes qui descendent, elles sont larges et épaisses. Donc, voilà, on a des gouttes vraiment épaisses.
Donc, on a quelque chose qui sera probablement très, très gras. Au niveau du montant, voilà, on est quand même assez loin. Donc, c'est un rhum qui est très ouvert, hein. Et là, on va partir sur des notes euh, amandes, cacahuètes, des notes de compotées, voilà, pour moi, c'est tout ce que je retrouve dedans, quoi. Deuxième nez ici, sous le menton, ça confirme la puissance aromatique qu'on a dans ce rhum. Troisième nez, on est sur un boisé plutôt élégant, assez fin. On a des épices, mais tout ça, c'est très suave, très doux, très discret, qui pique très peu le nez, hein. On a quelque chose d'assez doux au niveau du nez. On a des notes de champignons, sous-bois, voilà, ouais, champignons, sous-bois ou encore notes de truffe. On a cette petite note alors moi je dis pétale de rose, mais souvent comment je peux vous traduire ça? Ouais, bon, moi c'est le souvenir que j'ai quand je faisais des bisous à ma grand-mère, la poudre qu'elle se mettait sur le visage, c'est une poudre à base de rose, hein, ça avait la senteur. Donc c'est ce que je retrouve, un côté poudreux, pétale de rose, côté thé, tisane, ça reste très volatile au niveau du nez, hein, il n'y a pas d'agression de trop dans cette dégustation au nez. Alors celui-ci, je ne vais pas le recracher parce que il est très suave, très très doux. C'est épicé à point. On a des piqûres au-dessus du palais qui rappellent un peu les notes de poivre gris. On a un tanin sur la langue qui n'est pas désagréable. C'est pas le bois vert. C'est très toujours ce côté poudreux, très gras. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette dégustation. Et en pairing, on peut aller sur un bon civet de canard ou une viande grillée, puisqu'on a quand même de la puissance, on a de l'élégance, on a des notes d'épices orientales. Donc, il a suffisamment de corps, il a suffisamment de personnalité pour pouvoir accompagner une viande grillée ou quelque chose de ce genre. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des pairings? Oui, De temps non? à autre, avec Québec Rhum, on en a fait à quelques reprises seulement. On l'a fait des fois avec du chocolat, on l'a fait des fois aussi avec des repas, dont une fois privé avec toi, on avait quelques chanceux qui étaient avec nous. Puis moi, j'étais pas là malheureusement cette fois-là. Mais donc, on l'a fait à quelques reprises. On l'a fait aussi avec des cigares. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Si jamais il y a des gens qui ont de l'intérêt, on va regarder ça dans le futur parce que c'est toujours très intéressant. Moi, je le fais à la maison. C'est toujours très intéressant là, d'essayer différents pairings. Puis quand on expérimente, des fois, ben là, il y a des choses, c'est super, des fois, c'est un petit peu moins bien, mais ça nous permet de plus qu'on s'habitue à en faire, mieux c'est. D'accord, parfait. Alors, sur le cigare, celui-ci peut très bien accompagner un bon cigare. Bon, je vais pas dire un cigare puissant, hein, un cigare assez doux. Et comme vous le savez, dans un cigare, il y a trois phases, hein. Vous avez la tête qui sera plutôt sur des notes compotées fruits, le cœur qui sera sur des notes un peu plus soutenues et épicées, boisées. Et à la fin, vous allez avoir le côté goudronneux, etc. Donc, tout au long de cette dégustation avec le cigare, on va retrouver les notes aromatiques que nous avons dans ce triple millésime. Alors maintenant, on est à la version 4. Donc, prochainement, vous l'aurez si, en vote privé éventuellement, si vous arrivez à faire entrer ce rhum au Québec. Oui, on a eu quelques commentaires dans le chat, donc les gens nous posaient la question, donc c'est quelque chose qu'on va regarder. On va essayer de contacter l'agence pour voir si ça va être possible de refaire. On l'avait déjà fait en importation privée dans le passé, celui-ci.
Là, c'est la nouvelle version, comme Daniel dit, la 4e. Donc, oui, on va essayer. On ne peut pas vous garantir, mais on va essayer, voir si c'est possible d'en avoir au Québec. Eh bien, c'est super. Alors, sur le dernier triple millésime, alors, le dernier triple millésime, c'est celui-ci où on est sur les années 2001, 2005 et 2011. Voilà. C'est vraiment intéressant celui-ci, puisqu'on a vraiment une belle balance entre les arômes un petit peu plus, les arômes épicés, les arômes un petit peu plus boisés, les arômes gourmands. On a vraiment une belle balance là, entre tout ce beau bouquet-là. C'est ça, c'est toute la complexité de cet assemblage des 3 millésimes qui va apporter, bon, je vais vous expliquer l'origine de chaque bois, donc ce que chaque bois va apporter au niveau de cette dégustation. Et on est sur sur une plage assez large des arômes allant de l'empyromatique au compoté, aux notes fruitées, au thé, aux tisanes. Voilà, c'est quand même assez large. Il y a pas d'agressivité, ça reste quand même assez suave en bouche. Donc voilà. Est-ce que ce à quoi vous vous attendez pour cette dégustation, ça vous a convenu, ça vous a plu? Ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si vous avez des questions sur les rhums qu'on a dégustés ou sur, sur les rhums Trois-Rivières, l'Ammonie, quoi que ce soit, c'est le bon moment tandis qu'on a Daniel avec nous. Ah, OK, j'ai une question ici, Jean-Michel, qui… Attendez, je vais aller ouvrir la question. Alors, Hey, pour ouais. l'assemblage des rhums, moi, ce que je vais faire pour le triple millésime, je vais sélectionner chaque lot séparément, je vais les déguster séparément, et ensuite, donc il faut écrire pour une première fois quel est le pourcentage de chaque lot. Donc, je vais faire un premier assemblage. Alors, je peux partir sur un tiers de chaque. Bon, je ne pars jamais sur un tiers, mais vous pouvez imaginer ça. Et après, on va se dire, voilà, on veut le positionner à tel niveau de la dégustation. Donc, je vais ajuster mon curseur entre chaque pourcentage de chaque lot ajouté. Donc, c'est vraiment à la dégustation que je crée mes produits, hein. Rien n'est écrit d'avance, hein. Il y a pas de formule toute faite. Est-ce que ça convient à Jean-Michel pour la réponse? Oui, parfait. Merci beaucoup. Parfait. D'autres questions? Moi, je vais peut-être en poser une. Je ne sais pas si c'est d'autres personnes qui se posent la même question. Ben, moi, je le sais un petit peu parce que j'ai vu la chose, mais je pense que ce serait peut-être intéressant de t'en entendre parler. Daniel, la différence entre une colonne créole que vous utilisez pour les rhums AOC versus une colonne qui peut être une colonne générale qu'on va retrouver entre autres dans d'autres distilleries ou certaines distilleries cubaines. Alors, ce qui fait vraiment la différence entre la colonne créole et les autres colonnes, c'est le chauffe-vin qui va se trouver en hauteur, donc pratiquement plus haut que la partie concentration. Et on va charger ce chauffe-vin par une pompe et ensuite la colonne sera chargée par écoulement naturel. Donc, alors que dans les autres colonnes, il y aura une pompe qui va alimenter cette colonne. Et puis, si vous voulez, il y a des distillations en colonne à distiller, comme je vous l'ai décrite, ou que vous avez vu sur les slides, et il y a la distillation en alambic. Donc, voilà, il y a cette différence. Et puis, il y a aussi la combinaison des deux. On peut avoir une distillation en alambic suivie d'une distillation en colonne. Voilà. Alors, j'aime à dire que, en général, on boit du rhum quand on veut oublier son chagrin d'amour, quand on veut oublier les mauvais moments ou qu'on a passé une mauvaise journée. Donc, on va boire du rhum. Mais là, à travers ce que je vous ai montré, on va déguster le rhum pour mieux se souvenir
Et donc, ça va nous permettre d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes les souvenirs d'enfance ou d'un bon moment passé ou d'un bon plat qu'on a cuisiné. Et donc, ça va nous permettre de voilà, s'évader un peu à travers une simple dégustation. Donc, voilà, vous avez dégusté les rhums de la Martinique, de chez nous, Trois-Rivières. Et si vous avez visité l'île ne serait-ce qu'une fois, eh bien, Maxime doit se souvenir de son passage avec son collègue. Et voilà, ça vous fait remonter quelques souvenirs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, d'autres questions ou ça va ou... Non, là, on avait une question qui concernait un petit peu plus l'importation privée. Donc, l'importation privée, il s'agit, c'est un petit peu compliqué avec la SAQ ici au Québec, comme vous en doutez. Donc, il y a possibilité des fois de commander presque directement avec la distillerie, mais il faut passer par une agence d'importation au Québec. Donc, Trois-Rivières ont déjà une agence avec qui ils travaillent ici pour importer leur rhum. Donc, il faut contacter l'agence et après ça, il faut commander par caisse. Puis, donc, on peut commander une caisse ou deux caisses. Après ça, on peut se la diviser entre personnes. J'ai une question de Jean-Michel qui demande si actuellement, comment ça se passe avec la COVID, Daniel? Est-ce que le site est ouvert aux visites présentement? Alors, le système est ouvert aux visites. Bon, il faut juste avoir son test PCR négatif. Ensuite, au niveau des hôtels, dès le 9, ça a été ouvert, bon, toujours en respectant la distanciation sociale. Pour les bars et restaurants, c'est ouvert. Bon, les, comment dirais-je, les places sont limitées. Voilà, mais sinon, ça fonctionne assez bien au niveau des restaurants, des visites. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bon. Moi, je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vu en personne, c'était quelques jours avant que les visites soient arrêtées à la distillerie. Si je ne me trompe pas, je pense que les visites avaient arrêté le lendemain de notre passage C'est au ça, mois de vous avez eu de la chance. Mais Oui. enfin, j'allais vous faire une visite privée s'il fallait, hein. Oui. Voilà. Ben, si on a terminé, ben, je vous invite à venir nous visiter sur notre belle île. Et pour ceux qui sont présents, vous pouvez remonter par Maxime ou par toi pour pouvoir faire remonter l'info. Et à ce moment-là, vous serez reçu en VIP chez nous. Et je vais vous faire une visite des chais et refaire la dégustation sur d'autres rhums que vous n'avez pas au niveau du Québec ou difficile à avoir au niveau du Québec. Il y a de très belles choses au niveau des deux maisons, que ce soit Lamoni ou Trois-Rivières, il y a de très, très, très belles choses à découvrir qui sont malheureusement pas disponibles ici, mais quand on voyage, des fois, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder. D'accord, parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Gênez-vous pas, c'est le temps. Profitez, parce que le timing va se terminer. Oui. Je peux peut-être la poser verbalement, si tu permets, PO. Oui. Vous avez parlé de brut de fût ou d'embouteillage peut-être un petit peu plus spécialisé. Est-ce que vous commercialisez ces produits-là? Puis je comprends qu'on ne les a pas au Québec pour des raisons qu'on connaît tous, là. Mais est-ce que c'est des choses que vous commercialisez? Ah oui, tout à fait. On a des cuvées que vous n'avez pas forcément au Québec par la voie normale d'approvisionnement. On a ce qu'on appelle les brutes de fût. Donc, en 2006, j'ai acheté du chêne américain. J'ai fait construire pour moi en France dans des contenants de 400 litres, pardon. Et là, j'ai mis mon rhum à vieillir de 2006 à 2017. Et naturellement, il a perdu son degré. Donc, on dit qu'on perd à peu près 1 degré par jour, par mois, pardon, par année, je m'excuse. On perd à peu près 1 degré par année. Et donc, on est passé de 67 degrés de mémoire, comme ça, à 55 degrés sec. Et malgré ces 55 degrés sec, voilà, c'est pas un rhum qui est très puissant au niveau de l'agressivité, etc. Donc, il reste quand même assez suave.
Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des single casks. Donc, je vais aller sur mes différents fûts, je vais aller sélectionner le fût qui est différent des autres et qui apporte sa palette aromatique complexe par rapport aux autres. Et dans un chai, en fonction du positionnement du fût, on va faire vieillir. S'il est placé dans une zone plutôt fraîche ou dans une zone plutôt chaude, eh bien, on va pas avoir, même si c'est le même rhum qui a été mis dans les deux fûts identiques, dans ces deux zones-là, on va avoir deux profils organoleptiques différents. Donc voilà, si on commercialise tout ça, donc si vous venez en Martinique, vous allez avoir tout ce qu'on fait sur l'île et vous pourrez repartir avec vos bouteilles tranquillement. Est-ce qu'au niveau de la douane, lorsque vous entrez au Québec, il y a un contrôle, il y a une limite de bouteilles à avoir? Oui, donc au retour, s'il y a des gens présents qui se posent la question, au retour au Pérou, vous avez le droit de ramener 2 bouteilles seulement. Par contre, vous pouvez en ramener plus, mais il faut les déclarer et je vous suggère fortement de les déclarer. Vous pouvez ne pas les déclarer et prendre la chance que ça passe. Ça peut arriver, mais vous êtes toujours mieux de déclarer et être honnête parce que si vous ne déclarez pas, ils décident de fouiller vos valises. Ben, donc, après ça, vous allez être sur la liste noire. Puis après ça, à chacun de vos voyages, il y a probablement qu'ils vont vous fouiller un petit peu à tous les fois. Donc, très important de déclarer, mais quand vous revenez avec, mettons, exemple, 4 bouteilles au lieu de 2 bouteilles, vous déclarez à la douane, vous dites que vous dépassez les exemptions, les quantités totales. Puis après ça, bon, ils vont vous demander c'est quoi, ils vont vous demander c'est quoi le prix, puis ils vont faire passer à la caisse, ils vont vous charger une taxe, l'équivalent là, de la TPS, TVQ, tous ces détails-là, plus un frais de douane pour pouvoir importer ces bouteilles-là, les bouteilles qui dépassent les montants qui sont autorisés. Mais je vous le dis, généralement, si vous dépassez d'une bouteille, vous êtes honnête, c'est très rare qu'ils vont vous calculer rendu à la douane ce que vous avez. Mais bien important de bien déclarer. Puis, c'est ça. C'est ce qui est dommage au Québec, c'est on ne peut pas tout rapporter. Des fois, on peut prendre des chances et en rapporter un petit peu plus. Moi et Maxime, on a ramené des petites choses qu'on vous a fait goûter récemment de Martinique, de notre voyage l'an dernier. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, c'est la douane. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie, Daniel, de ton temps. C'est très généreux de ta part. C'était, comme toujours, très, très, très intéressant. Encore des belles choses qu'on a dégustées, des choses qu'on connaissait, mais c'est toujours intéressant de les redécouvrir avec toi. Donc, je pense que les commentaires étaient très positifs jusqu'à présent dans le chat. Donc, tu es toujours le bienvenu au Québec. Quand ça t'adonnera, quand tu viens en personne, on pourra faire une dégustation en personne. Ça sera encore un plaisir. Ben, j'espère pouvoir passer au mois de septembre peut-être en voyage privé, hein, pas pour la société, mais c'est avec plaisir que je vais vous rencontrer hein, s'il y a l'occasion. Il n'y a pas de souci. C'est bon. On gardera contact pour ça. En fait, donc, mon fils vit au Canada depuis plus de 10 ans. Il travaille au Canada. Voilà. c'est bon. Moi, personnellement, je préférerais aller travailler en Martinique, mais c'est... Oui, c'est vrai. Mais bon, il a fait ses études au Canada et voilà, là, il travaille pour l'instant au Canada avec l'espoir de pouvoir retourner et ouvrir sa société en Martinique. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Daniel, de ta présence. Pour les autres, je vous dis, on ne fera pas de dégustation au mois de juillet. Habituellement, il y a les vacances, il y a beaucoup de monde qui veulent profiter de l'été, donc on prend un petit mois de congé de dégustation. On revient avec un autre invité au mois d'août qui va être notre ami Alexandre Beudet de la compagnie Excellence Rhum qui est située en France, donc Cavarum qui est situé à Paris. Puis, il y a des petites choses, des petites nouveautés qu'il a embouteillées qu'il va nous faire découvrir qui proviennent de Trinidad. Donc, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais ça devrait être assez intéressant. Puis, sinon, l'autre dégustation suivante, au mois de septembre, ça sera avec moi, encore une fois, désolé. Mais donc, ça sera la deuxième partie de notre dégustation sur la Martinique. Donc, suite à notre voyage, on vous fait découvrir les 10 marques de Martinique. Donc, on va y aller avec 5 autres marques. On va pouvoir vous faire découvrir les rhums de Paz, les rhums de la Favorite, HBS. C'est quoi donc, Max, qu'on avait d'autre? J'ai oublié, c'est quoi?
Oui, si je regarde du coin de l'œil, on a le HBS, effectivement. On a aussi la Favorite. On a aussi GM, Naisson et Dépaz. Donc, les 5 distilleries qu'on n'avait pas visitées. La dernière fois, on a visité l'Ammonie, donc aux Trois-Rivières. Ça sera la prochaine carte au mois de septembre. Puis par la suite, ben, il va y avoir d'autres dégustations. On vous tiendra au courant pour l'automne. Vous serez toujours les bienvenus à Rivière-Pilote dans le groupe BBS pour l'Ammonie et Trois-Rivières. Ça, c'est noté. Et c'est valable pour chacun d'entre vous. Hein? C'est bon. Voilà. Puis, au niveau des importations privées, on vous tiendra au courant. Présentement, c'est très, très, très compliqué au niveau des importations privées avec la SAQ depuis le début de la COVID. Ça l'était même avant la COVID, mais ça l'est encore plus présentement. Tout est au ralenti au niveau de l'approvisionnement à SAQ. Tantôt, pour répondre un petit peu, la question est un petit peu plus spécifique. Non, il n'y a pas de site d'importation privée pour le rhum. Chaque compagnie, il faut faire affaire avec une agence différente. Donc, c'est un petit peu compliqué. Là, présentement, l'agence qui a les rhums Trois-Rivières est la même agence qui a les rhums Appleton. Donc, on va voir ce qui est possible de faire avec eux. On ne peut rien vous garantir. C'est ça, comme je vous dis, c'est compliqué. Ça peut être très, très long. Mais on va quand même s'informer parce que je pense que c'est des rhums qui ont été très appréciés dans le passé. Là, d'avoir la nouvelle version, je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc, on va vous tenir au courant. Et PO? Oui. Si je peux me permettre, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui avaient commandé avec nous. On avait fait une importation privée des SBS. On m'a dit que ça ne devrait pas tarder. Donc, on avait commandé des Jamaïques, des Cuba avec Joshua là, de la société 1423. Donc, ça s'en viendrait dans les semaines à venir, donc assez rapidement, on dit. Donc, ceux qui espéraient plus, mais oui, ça sera bientôt. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup de votre présence. On se voit au mois d'août. On prend un petit break. Puis, sinon, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, gênez-vous pas pour nous écrire. On est toujours ouvert à vous parler. Puis, on a hâte de vous voir en personne aussi. On va probablement recommencer à l'automne avec des dégustations en présentiel. On va sûrement garder encore un côté virtuel. Je pense que ça a été apprécié. C'est facile d'avoir des invités d'outre-mer. Donc, on va probablement garder cette formule-là aussi, mais revenir aussi avec des dégustations en présentiel, c'est aussi plaisant. On aime ça vous voir en personne, jaser en personne. Donc, on vous tiendra au courant de la suite des choses selon l'évolution de la situation sanitaire. Donc, merci beaucoup à tous. Merci encore, Daniel. C'était très intéressant. Merci à vous de votre patience et de l'écoute. Et je dis à très bientôt. Merci, Daniel. À la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao. Bye bye. Bye. Salut à tous. Salut tout le monde.